Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons aborder un peu les aspects expérimentaux ou de l'observation du rayonnement de corps noirs. Alors, dans la courbe, fait une courbe en cloche comme ça, nous avons vu que les courbes étaient, même pour des températures assez élevées, relativement à gauche de la partie du spectre visible, mais il y a une partie, la queue de la courbe, qui va dans la lumière visible. Jusqu'à environ 500 degrés Celsius, le rayonnement est essentiellement dans l'infrarouge. La partie visible est trop faible pour être perçue. Au-delà, notre œil est très sensible et perçoit déjà la lumière qui est émise dans la lumière visible, même si ce n'en est qu'une toute petite partie. Ainsi, à 700 degrés, le corps, par exemple un morceau de métal que l'on chauffe, apparaît rouge sombre. Vers 900 degrés, il devient rouge cerise. Vers 1200 degrés, il devient orange. Malgré cela, la courbe, jusqu'à 6000 degrés environ, a un maximum de la courbe, donc la longueur d'onde où l'intensité est maximale se décale vers les hautes fréquences, vers les petites longueurs d'onde, au fur et à mesure que la température monte, mais jusqu'à 6000 degrés, le maximum est toujours situé dans l'infrarouge. Donc même un corps qui est chauffé à blanc, en réalité, l'essentiel de l'énergie est encore émise sous forme d'infrarouge. Et d'ailleurs, ça se sent. Il suffit d'approcher la main, même à bonne distance, d'un objet chauffé à blanc, vous en ressentez la brûlure. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller dans une aciérie, où on porte le métal à plusieurs milliers de degrés, ce qui en fait un liquide très fluide. Quand on approche des fours, même à 5 ou 6 mètres de la porte d'entrée du four, vous en aurez des brûlures, tellement ça chauffe. Et ça, c'est essentiellement dû à la partie infrarouge. Alors, un corps noir est défini comme un corps qui absorbe totalement le rayonnement. Ainsi, dans la définition du rayonnement thermique, on supposait que la lumière était absorbée et émise par les parois, ce qui permettait au corps d'être en équilibre. Là, une absorption totale n'est pas nécessaire. Pour un corps noir, c'est nécessaire parce que le rayonnement s'échappe et qu'il n'a pas le temps de se mettre en équilibre. Donc il faut que l'absorption soit totale. Le cas du petit trou effectué dans une enceinte, pour un four par exemple, est un parfait corps noir. Parce qu'un rayon lumineux qui passe par le petit trou, c'est le petit trou qui est le corps noir, le rayon lumineux qui passe par le petit trou va se réfléchir de très nombreuses fois sur les parois avant de pouvoir sortir. Et les parois étant très absorbantes, par construction, par choix des matériaux, et de façon terrabiscotée, il y a souvent des bosses, des crues, toutes sortes d'aspérités mises dans les parois pour faire en sorte que le photon qui rentre dedans devrait se réfléchir des centaines de fois avant d'avoir une chance de sortir. Et comme il y a beaucoup de chances de se réabsorber à chaque fois, ben il ne sort jamais en réalité. C'est un très 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 bon corps noir. Pour des objets plus traditionnels, si on veut en faire des corps noirs, on va utiliser une substance qui en fait un bon corps noir. C'est le cas du noir de fumée ou du noir de platine. Ça donne un noir mat profond, ce qui en font d'assez bons corps noirs. Pour la plupart des corps, la plupart des corps ne sont pas des corps noirs. Une partie est absorbée et donc une partie est réfléchie, ce qui leur donne leur couleur. Le coefficient d'absorption est noté à nu. Nu parce que ce coefficient d'absorption entre 0 et 1 varie avec la fréquence, avec la longueur d'onde. Si cette absorption est constante dans toute la gamme de la lumière visible, ça donne une couleur grise. Par exemple, le graphite a un coefficient d'absorption d'à peu près 80%, constant dans toute la gamme de la lumière visible. Par contre, le cuivre a une absorption de 0,28 à 0,6 microns, mais de 0,58, donc nettement plus fort, à 0,58 microns, donc dans le bleu. Et donc ça donne une couleur rougeâtre au cuivre. Voilà le mystère des couleurs des objets qui est résolu. Alors, si les étoiles, comme le Soleil, ont un rayonnement qui est proche d'un corps noir.
Il y a une partie qui est absorbée par l'atmosphère de l'étoile, ce qui donne des raies avec les éléments chimiques, des raies d'absorption. Mais ça reste quand même un assez bon corps noir, assez proche. Et donc leur couleur est aussi caractéristique de leur température. Donc cette lumière n'est pas émise par toute l'étoile. L'énergie est produite au centre sous forme d'énergie thermonucléaire. L'énergie est mise essentiellement sous forme de rayonnement gamma et de particules très rapides, à très très haute température, c'est des dizaines de millions de degrés, et cela met des milliers d'années pour se propager par conduction, par rayonnement, puis par conduction et convection, à travers toute l'épaisseur d'une étoile qui est gigantesque, et avant de chauffer la couche externe à plusieurs milliers de degrés. Et c'est la couche externe, appelée photosphère, qui est responsable de l'émission lumineuse, qui est une émission de type rayonnement thermique. Et donc, pas une émission due à son caractère thermonucléaire. Ainsi, des étoiles de l'ordre de 3000 Kelvin, notre étoile a environ 6000 Kelvin, ce qui lui donne une couleur blanc-jaune. À 3000 Kelvin, on obtient des étoiles rouges. Certaines étoiles vont jusqu'à 35 000 Kelvin, ce qui leur donne une couleur bleue, typiquement des géantes bleues. Et vous pouvez d'ailleurs l'observer, si vous avez un ciel très pur, où vous voyez très bien les étoiles, vous pouvez observer ces différences de couleurs. Si, vous avez une bonne vue, ce qui n'est pas trop mon cas, je suis myope, et 2, si vous voyez bien les couleurs, ce qui n'est pas du tout mon cas, je suis daltonien. Donc ça me prive de ce petit plaisir de voir les couleurs des étoiles à l'œil nu. Alors, la température du Soleil est d'environ 5950 Kelvin. Ça, c'est la température de notre Soleil. La puissance qu'il émet, ici P pas pression, mais puissance, toujours ces problèmes de notation, la puissance d'énergie qu'il émet, c'est 4 pi r carré fois E. R, c'est le rayon du Soleil. 4 pi r carré, c'est la surface du Soleil. Et E, c'est son émittance totale. Et ceci est égal, nous l'avons vu, à 4 pi r carré sigma T4. Inutile de vous dire que cette puissance est considérable. Vraiment considérable. Mais supposons que ce rayonnement arrive à grande distance, une distance d, et qu'il soit reçu sur une petite surface, ds. À ce moment-là, la puissance reçue, comme on dit petit p, va être égale à grand P, fois cette surface, sur la portion de la grande sphère à distance d, c'est-à-dire 4 pi d carré. Et donc est égal, en utilisant la formule ici, à S fois R sur D au carré fois sigma T4. L'angle avec lequel on voit le Soleil, l'angle, donc ça, son diamètre apparent, sous forme d'un angle de vue, est de 32 minutes. Alors, qu'est-ce que c'est les minutes? Vous avez peut-être déjà vu, c'est les mesures des petits angles. 60 minutes égale 1 degré. Et 60 secondes égale 1 minute. Ça se compte un peu comme pour les heures. Donc, le Soleil, dans la voûte céleste, occupe un angle de 32 minutes. Et ça, R sur D, en géométrie, on montre que R sur D, c'est à peu près cet angle de vue. En fait, c'est tangente alpha, mais pour des grandes distances, c'est tangente alpha est égal à alpha. Donc, la puissance reçue par unité de surface sera égale à 1 quart
alpha carré sigma T4. Excusez-moi, j'ai oublié. Non, c'est bon. Donc, on peut calculer la valeur, on a tous les éléments en main, on connaît la température du soleil, on connaît la constante sigma, on connaît l'angle de vue, qu'il faut transformer en radian, et on obtient une puissance reçue de 1540. Alors la distance, on prend la distance de la Terre, hein, puisque c'est l'angle de vue depuis la Terre, c'est 1540. Oui, pardon. Il faut tenir compte du fait que le Soleil occupe la moitié, donc il faut diviser par 4 à cause du carré. Donc c'est 1540 watts par mètre carré. Donc à la distance de la Terre, on reçoit 1540 watts par mètre carré. Et ça, c'est le rayonnement solaire reçu hors de l'atmosphère. Il est appelé constante solaire. Si l'on effectue la mesure, alors en dehors de l'atmosphère, on fait la mesure avec des satellites, on n'obtient pas 1540, on obtient environ 1400. Pourquoi? Parce que le Soleil n'est pas un parfait corps noir. Une partie de son rayonnement est absorbée par l'atmosphère solaire, et donc en fait il y en a un petit peu moins qui arrive au niveau de la Terre, 1400. Et au sol, on en reçoit encore moins. Au total, vous pouvez comparer en faisant le calcul, au total, on reçoit environ 1000 kWh par an sur 1 mètre carré, ce qui fait environ dans les 80 kg de pétrole. Alors, pourquoi est-ce qu'on en reçoit moins? Parce qu'il y a une absorption de la lumière solaire par l'atmosphère, environ 50%. 50% de l'énergie est absorbée. C'est essentiellement les ultraviolets, les plus durs, on le sait, hein. Le soleil émet des ultraviolets, c'est ce qui fait bronzer, mais les rayonnements les plus durs n'arrivent pas jusqu'au sol, ce qu'on appelle les UVC, arrivent au sol essentiellement les UVA et UVB. D'autres rayonnements plus durs, comme les rayons X, sont très bien absorbés. L'atmosphère absorbe aussi une bonne partie des infrarouges, donc ouais, en plus maintenant on en parle avec le réchauffement climatique, le gaz carbonique, le méthane et la vapeur d'eau dans l'atmosphère absorbent assez efficacement les infrarouges. Et les ondes radio, il y a certes de larges gammes de fréquences, de longueurs d'onde qui sont absorbées par, non pas l'atmosphère, mais l'ionosphère, notre boucle qui est l'ensemble des particules chargées, piégées dans le champ magnétique de la Terre. Alors, notons que ces formules, elles sont utiles pour les astronomes. Parce que, en mesurant la puissance reçue par la lumière d'une étoile quelconque, voilà, pas nécessairement le Soleil, si vous connaissez sa température et sa distance, alors vous pouvez connaître la taille de l'étoile. Parce que, sauf pour les étoiles vraiment les plus proches, une étoile, sur un télescope, ça apparaît toujours comme un point. Sauf pour les plus proches. Les plus proches, on peut mesurer le diamètre directement avec de très puissants télescopes. Mais quand elles sont trop loin, elles sont vraiment trop loin, elles n'apparaissent que comme un point. Donc c'est utile de pouvoir mesurer leur taille grâce à ça. Il suffit de connaître deux choses. Alors la température, on la déduit de leur couleur. On mesure le spectre lumineux de l'étoile, on voit sa couleur exacte. Et donc, on connaît sa température exacte en comparant au corps noir. Pour la distance, on peut utiliser ça peut être parfois assez compliqué. Il y a des cas où il existe des méthodes relativement précises pour mesurer les distances. En particulier, si elles ne sont pas trop lointaines, on peut utiliser donc jusqu'à quelques bonnes centaines d'années-lumière. On peut utiliser l'effet de parallaxe, c'est-à-dire le fait qu'on ne voit pas un objet sous le même angle selon l'œil avec lequel on regarde. Bien sûr, on n'utilise pas les yeux,
on utilise des télescopes sur Terre et on mesure à 6 mois d'intervalle de chaque côté du Soleil, ce qui donne un parallaxe avec 300 millions de kilomètres d'écart pour la mesure de parallaxe, ce qui améliore évidemment la mesure de distance. Récemment, on a fortement amélioré ces mesures grâce au satellite Hipparcos, un satellite envoyé dans l'espace et qui a pu faire des mesures beaucoup plus précises que sur Terre parce qu'il n'y a pas la perturbation due aux effets de l'atmosphère. Et en plus, Hipparcos peut détecter des lumières très peu visibles, qui ne sont pas absorbées, il n'y a pas d'atmosphère. Et donc, on a fortement amélioré la mesure des distances par parallaxe pour des dizaines de milliers d'étoiles. On peut aussi obtenir une bonne mesure si on a des étoiles variables. Alors, beaucoup de variables, ça va essayer sur des modèles, ou sur des étoiles proches qu'on a pu observer et mesurer par parallaxe. Si les étoiles sont variables, souvent, leur période est liée à la masse, et donc à la taille de l'étoile. Donc la période de variation. Et si on connaît, si on a une formule qui donne la taille, comme par ceci, et une formule qui donne la taille par la masse, alors on peut calculer à la fois, on a deux équations, on peut calculer à la fois la taille de l'étoile et sa distance. Pour des étoiles encore plus lointaines, hors de notre galaxie, dans des galaxies plus lointaines, alors plutôt, ce qu'on va observer plutôt, ce sont les galaxies elles-mêmes, on mesure alors leur distance en utilisant l'effet Doppler et le fait que l'univers est en dilatation à cause du Big Bang. Et donc, on peut mesurer leur distance par cet effet, ce qui est relativement précis. Et en combinant les différentes techniques, ça a permis d'avoir des échelles de mesure très précises. Dans certains cas, c'est beaucoup plus délicat. Par exemple, des étoiles de notre galaxie, mais qui ne sont pas des étoiles variables, mais qui sont déjà trop loin pour utiliser la parallaxe. Et comme elles tournent autour de notre galaxie à peu près en même temps que nous, la distance n'a rien à voir avec leur vitesse. Et donc pas d'effet Doppler, et l'effet Doppler ne peut pas servir pour mesurer leur distance. Donc dans ces cas-là, c'est beaucoup plus compliqué, et c'est pour ça que curieusement, il est assez difficile de cartographier notre propre galaxie. Alors qu'observer une autre galaxie, sa structure, c'est très facile si elle nous apparaît de face, pas de profil évidemment, si elle nous apparaît de face, on voit bien toute sa forme, alors que notre propre galaxie dans laquelle on est, c'est beaucoup plus compliqué. Et on sait maintenant depuis un moment, qu'elle a 2 grands bras spiraux, étoilés bien sûr, et il n'y a pas longtemps qu'on sait que c'est une spirale barrée. C'est-à-dire que le début des bras spiraux, au début du bulbe galactique, du bulbe d'étoile galactique au centre, les bras spiraux sont plutôt rectilignes au départ avant d'être incurvés. Et ça, il a fallu du temps, et c'est assez récent, la découverte est assez récente, car c'est très difficile de faire ce genre de mesures. Voilà, alors, fini pour le cours noir, au moins directement. Dans la prochaine vidéo, nous allons commencer à étudier les interactions entre la matière et le rayonnement. Tout un beau sujet aussi. Je vous remercie.